C'est bon? Bonjour. Merci pour cette invitation à West Weekend et à Cap Vert. Je suis très heureux d'être ici au nom de la SBA que je préside, association que j'ai cofondée il y a plus de 8 ans pour accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition numérique combinée à la transition environnementale. C'est bien l'endroit qu'il faut aujourd'hui pour parler d'environnement, ici à Marseille. Et je suis très heureux. Et je suis très heureux de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet de la troisième révolution urbaine. Troisième révolution urbaine pour répondre aux enjeux actuels, à la fois de société et environnementaux. Mais vous allez me dire, mais pourquoi troisième révolution? Quelle était la deuxième, quelle était la première? Eh bien, on va faire une petite leçon d'histoire. Il y a 5000 ans, l'humain a inventé l'écriture, l'écrit. Et dans la foulée, pour asseoir à la fois son pouvoir politique et religieux, il a créé la ville. Et la ville n'est juste qu'une représentation de sa vie en société à l'heure de l'écriture. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans la société ou dans une civilisation de l'écrit, dans l'écrit qui est gravé dans le marbre, comme il y a 5000 ans. On est dans une civilisation du numérique, ou de l'écrit, mais qui se réécrit instantanément, qui est agile. C'est tout à fait différent. Et je m'adresse aux jeunes qui sont ici, qui font des tweets, qui surfent sur les réseaux sociaux. Eux, ils le savent qu'on n'est plus du tout dans cette civilisation où ce qui est écrit, c'est pour la vie, pour l'éternité. Eh bien non, on n'est plus du tout dans cette civilisation. Ce que je vous dis ici, c'est ce que n'importe quel homme politique, enfin humain, devrait comprendre aujourd'hui, car c'est notre société et c'est notre civilisation qui est en train de changer. Avec cette notion d'écriture, il y a 5000 ans, l'humain s'est sédentarisé. C'est sédentarisé autour, par exemple, de temples. C'est sédentarisé autour d'une école. C'est sédentarisé autour de production, d'agriculture. Mais aujourd'hui, on rentre dans une société hybride. Hybride où, effectivement, il y a encore ce côté dogmatique de l'écrit, mais on est beaucoup plus dans une société agile, où, effectivement, comme je vous le disais, ce qui est écrit est réécrit à l'instant d'après. C'est fondamental. Parce qu'en fait, notre société occidentale, notre civilisation occidentale, est basée autour de ce précepte de l'écriture, ce qui est écrit, dogmatique. Ça remet en cause tout, aussi bien le droit, les réglementations. C'est le ciment même de notre société. C'est la colonne vertébrale de notre société. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, repenser la ville à l'heure du numérique, ce n'est pas effectivement juste une petite retouche. C'est repartir d'une feuille blanche. Comment la société, comment les humains s'organisent à l'heure du numérique. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes à la fois dans une société physique et virtuelle. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les activités humaines ont changé. Le premier exemple, c'est le travail. Et il y a eu un choc avec la crise du Covid. Du jour au lendemain, on a dû travailler différemment, à distance. Mais ce n'est pas que le travail, c'est l'enseignement, c'est la culture, c'est le commerce, c'est toutes les activités humaines. Alors, bien entendu, comment pouvons-nous vivre dans une ville qui est figée alors que nos activités elles-mêmes sont en train de changer? Les bâtiments, la ville n'est plus adaptée aux activités humaines. Le costume est trop étriqué. Il faut complètement repenser la ville à l'heure du numérique. C'est essentiel. Et vous me direz, il n'y a pas que le numérique sur Terre. Eh bien non, il n'y a pas que le numérique. Le numérique est juste un outil. Mais il a changé totalement nos modèles et nos modes de vie. Je vais peut-être vous donner une petite anecdote. En 2005,
j'avais des amis à table, c'était à peu près 7 couples, et je leur pose cette question. Quelle serait la dernière chose dont vous vous séparerez? On est en 2005. Et tous m'ont répondu, Internet. En 2005. Vous imaginez un peu? C'était pas l'eau, c'était pas l'énergie, c'était pas leur voiture. C'était Internet. Ce qui montre effectivement la force de cette mutation qu'on vit aujourd'hui et qui est maintenant prégnante du fait de la précipitation qu'on vient de vivre avec la crise du Covid. Et quand certains disent on reviendra à une vie normale, non, on ne reviendra pas à une vie normale. On doit repenser notre vie avec une nouvelle normalité, à l'heure du numérique, à l'heure de ces changements de civilisation. C'est fondamental, mais ça ne va pas s'arrêter là, car aujourd'hui, on est confronté à des défis majeurs. Et ces défis majeurs, je les illustre par 6 défis. 6 défis qu'on peut avancer. Voilà, 6 défis qui sont, premièrement, démographiques. C'est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes 7 ou 8 milliards d'habitants sur Terre. Nous étions 1 milliard avant 1900. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus l'exploitation des ressources. Et on en est là, c'est pour ça qu'on fait un événement ici. Tout d'abord, il y a un problème au niveau mondial, un déséquilibre entre le nord et le sud. Un déséquilibre également d'âge, puisqu'effectivement, on voit une population qui est jeune dans le sud et une population qui est plutôt vieillissante dans le nord. Une population vieillissante qui n'a pas tellement envie de changer, et une population jeune qui dit « mais attendez, on va dans le mur, il faut changer », mais qui n'a pas forcément les moyens financiers, les moyens de pouvoir pour agir. Mais on a le même problématique au niveau même de notre société, entre les jeunes et les anciens. Les jeunes, je les vois tous ici, ils sont là, ils veulent changer. Et les vieux disent « mais attends, c'est moi le vieux, c'est moi qui sais quoi faire. Écoute-moi ». Eh bien non, il faut écouter les jeunes. C'est eux qui, effectivement, ont cette volonté d'agir. Parce que, effectivement, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que les ressources étaient épuisables et que notre modèle est arrivé à échéance et n'est pas durable. Ensuite, il y a un problème, un défi économique. C'est quoi ce défi économique? C'est le déséquilibre entre les riches et les pauvres. Il n'y a jamais eu autant de déséquilibre sur Terre aujourd'hui. On est dans un rapport de 1 à 100 par rapport à l'époque de Louis XIV. 1 à 100. Environnemental. Effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pour information, on parle aujourd'hui de 2 degrés en 2050. C'est presque invivable. Et certains commencent à dire 2100, 4 degrés. À 4 degrés, sachez que la Terre est invivable. Donc c'est sans doute vous, les jeunes, quand vous serez vieux, mais c'est vos enfants. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Eh bien, je ne pense pas. Mais l'environnement, ce n'est pas que le réchauffement climatique. C'est également la pollution de l'air, la pollution du sol, la pollution de l'eau, la pollution de la chaîne alimentaire, la pollution du sous-sol et la pollution de l'espace. Enfin, il y a un défi sanitaire. Le défi sanitaire, on est dedans, mais ce n'est pas que le Covid. C'est également tout ce qui va autour. C'est toutes les problématiques d'alimentation aujourd'hui. C'est la problématique de pollution de l'air, de pollution de l'eau. On voit bien qu'aujourd'hui, ça va très loin. Ensuite, c'est le problème identitaire. Et vous allez me dire, c'est quoi le problème identitaire? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce changement de modèle entre une civilisation de l'écrit et une civilisation du numérique. Et aujourd'hui, si je pose la question à un jeune, mettons 16 ans, mais même autre, il vous dira aujourd'hui, on n'a plus de règles, on n'a plus de code. On ne sait plus. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, à l'heure où effectivement on avait une référence, c'était ce dogme de l'écrit qui s'effrite, eh bien c'est tout le ciment de notre société qui s'effrite. D'où une crise identitaire majeure. Et comment répondre à cette crise identitaire majeure?
eh bien, c'est repenser les lieux où l'homme va retrouver la vie, le lien social. Et ce n'est pas uniquement sur Internet qu'il va trouver le lien social. C'est en allant vers l'autre, en communiquant au niveau local. Enfin, le 6e défi, c'est le défi éthique. Et c'est celui qui m'anime le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en va de notre liberté individuelle. Et il est lié au numérique. Parce qu'effectivement, si on laisse faire tel que c'est, si on reste dans une société jacobine, pyramidale, on va dire ben, le numérique, c'est juste quelque chose de plus. Et on ne change pas l'organisation de notre société. Et on va diriger comme avant. On va tracer comme avant. Mais maintenant, on a des outils pour tracer. C'est-à-dire que toutes les activités humaines vont être tracées. On a commencé par le pass sanitaire, que je ne remets pas en cause. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut l'expliquer, cette traçabilité. Eh bien, c'est fondamental. Si on n'a pas cet effort, si on ne fait pas cette gymnastique d'esprit, eh bien, là encore, comme les autres défis, on est à l'aube de désordres sociaux majeurs. Tous ces défis, pris l'un après l'autre, sont à la source de défis majeurs, de défis sociaux majeurs. Et ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est peut-être demain ou après-demain. Et d'autre part, chacun est lié à l'autre. C'est-à-dire que si je m'attaque à un défi, par exemple environnemental, sans prendre en compte les autres défis, eh bien, je risque de déséquilibrer l'autre défi et de l'accentuer. C'était les gilets jaunes. Et il y en a d'autres des exemples comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une approche globale, holistique, sinon on n'y arrivera pas. Alors vous allez me dire, mais qui a la puissance et a l'esprit d'avoir ça? C'est pas simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, ce n'est pas un homme qui apportera cette réponse. C'est les humains, à l'heure du numérique, en réseau, et non pas en pyramide. Il n'y aura pas de Jupiter. Il n'y aura pas un seul homme qui va vous libérer, qui va vous dire, c'est comme ça. Ça ne marche pas. C'est nous tous, ensemble, qui allons construire ce monde de demain. Et c'est pour ça que je parle de 3e révolution urbaine. Parce que cette 3e révolution urbaine, elle commence maintenant. On n'a pas le choix. Et effectivement, il faut l'inventer ensemble, avec les outils actuels. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi cette révolution urbaine? Je vous ai dit que tout à l'heure, les bâtiments, la ville, le territoire n'est plus adapté aux activités humaines, parce qu'on a changé d'activité. On ne travaille plus comme avant, on ne soigne plus comme avant, on ne vit plus comme avant. Eh bien, la première chose à faire, c'est de repenser les bâtiments. C'est plus possible d'avoir des bâtiments qui sont inoccupés 70% du temps, alors que les villes représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est juste débile. On marche sur la tête. À l'heure du numérique, à l'heure du partage, de l'économie de la fonctionnalité, eh bien entendu, il faut que les espaces, les bâtiments soient optimisés. C'est ce qu'on est en train de faire dans le domaine du tertiaire, des bureaux. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont en train de dire « je réduis ma surface de bureau de 30 à 50%. » Mais il ne faut pas rester juste au bureau. C'est également les logements, c'est également les écoles, c'est également tous les bâtiments publics. C'est tous les bâtiments. Et il faut aller vers des bâtiments pluriels, multi-usages, des hubs et des satellites. Bien entendu, on aura encore des universités, encore des hôpitaux, encore des immeubles dédiés à une entreprise. Mais ce ne sera plus du tout pareil. Ce sera pas gigantesque. Et au contraire, on aura effectivement peut-être demain un EHPAD qui sera pluriel, qui aura une crèche, qui produira de l'énergie, qui stockera de l'eau, qui sera un hub logistique au milieu d'un village, plutôt un bourg. Et tout autour, il y aura des satellites. Ce seront des personnes âgées qui seront maintenues à distance, en temps réel, et qui bénéficieront des services de l'EHPAD, aussi bien assistance santé que les repas, que les loisirs, etc., etc. Vous voyez que ce monde, il n'est pas si anodin, il n'est pas utopique, on peut le faire.
Je vais donner l'exemple de l'EHPAD. C'est pareil pour l'enseignement, c'est pareil pour la culture, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour toutes les activités humaines. Il faut le démarrer maintenant. C'est pour ça que je m'adresse aux promoteurs. C'est fini de vouloir artificialiser les sols, de construire. C'est fini. Il faut reconstruire, déconstruire, réhabiliter. C'est ça l'enjeu pour chaque maire. Ce n'est pas de dire j'ai construit la plus grande tour ou le plus beau bâtiment. C'est de dire j'ai compris le message de Emmanuel François et maintenant je fais une ville durable, je construis ou j'encourage des aménagements avec des bâtiments pluriels, multi-usages, qui vont être utilisés 60 ou 70% du temps. C'est pareil pour la mobilité. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir notre véhicule. C'est même un outil d'identification sociale. Eh bien, c'est fini. Ce n'est pas durable. Aujourd'hui, les véhicules représentent 50% de l'espace urbain pour une utilisation à 5%. Mais on est juste débiles. Ce n'est pas possible. Et puis en plus, c'est carboné. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable de partager des espaces, des mobilités, d'avoir de la mobilité douce et multimodale. Pour ça, effectivement, il faut que ça soit organisé, orchestré. Il faut qu'on ait une plateforme de services qui le permette. Il faut que tout se mette en place. Mais c'est comme le partage des espaces. Mais imaginez demain si on réduit de 70% le nombre de véhicules et qu'on augmente l'utilisation de 50% des bâtiments, eh bien, je peux vous dire que demain, la ville sera durable. Et j'espère que ce discours que je vous tiens ici, personne ne l'a tenu, pas parce que je veux être le seul, mais qu'effectivement, je veux qu'en fait, ce message, il soit fort et que tout le monde le passe. Aujourd'hui, on répond toujours à ces défis dont je parle, mais de manière isolée. Et il faut avoir cette approche holistique, globale. Mais je demande aux enfants qui sont ici de porter ce message dans leur famille et que ça soit viral. J'ai parlé des bâtiments, j'ai parlé de la mobilité. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on repense la ville, le village? Eh bien, il y a encore un élément. Si on parle de bâtiments, d'espaces partagés, si on parle de mobilité partagée, qu'est-ce qu'il y a dans ces mots? Il y a un mot qui s'appelle partage. Et je pense qu'on l'a oublié, cette notion de partage. Et là, je refais un tour d'histoire. 1789, 3 mots. Liberté, égalité, propriété. Ce n'était pas fraternité, c'était propriété. C'est pour ça qu'effectivement, les Français se sont rebellés. Après, je passe la raison. Mais il faut savoir que la raison, c'était des problèmes climatiques, deux volcans qui se sont réveillés. Et du coup, il n'y avait pas de culture. Et du coup, les gens avaient faim. On est peut-être dans le même schéma aujourd'hui. Mais je n'appelle pas la révolution ou une révolution tranquille, urbaine. Eh bien, en 1789, ce qui nous animait, c'était la propriété. Et on a écrit les droits de l'homme, dans lesquels a été gravé la propriété. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure de l'économie de la fonctionnalité, il faut parler de partage, d'usage et d'une économie de l'usage et non pas d'une économie de la propriété. C'est clé, c'est majeur. Et ce que je vous dis ici, c'est une remise en cause complète du modèle économique de cette civilisation occidentale qui nous anime aujourd'hui. Je ne remets pas en cause la finance. Je ne m'appelle pas François Hollande. On a besoin de la finance. Mais une fois de plus, leçon d'histoire, la finance, quand est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue notamment à l'heure de Louis XIV pour construire des châteaux. Le château de Versailles. Ça vient du latin finis, qui est un terme. C'est-à-dire que je prête de l'argent et je m'enrichis ou je me paye sur les intérêts une fois que le projet est fini. Eh bien, aujourd'hui, je dis que ce modèle-là n'est pas compatible avec les enjeux environnementaux. Car il y a un gagnant et des perdants. Et ce n'est pas inclusif.
Alors que si on rentre dans une économie de l'usage, une économie contributive, où toutes les contributions sont prises en compte, non plus en numéraire, ou non pas seulement en numéraire, mais également intellectuel, travail, bien. Un bien, ça peut être foncier ou que sais-je. Et tout ça, c'est valorisé suivant une organisation, une décision collective. Et non plus avec l'objectif de finir, mais de faire. Et de faire d'une manière globale, jusqu'à la fin de l'usage. Eh bien, ça change tout. Ça change tout. On est dans un modèle inclusif où même demain le SDF va pouvoir contribuer et être associé à cette économie de l'usage. Vous allez me dire, Emmanuel, tu exagères un petit peu. Eh bien, peu. J'exagère peu. Peut-être qu'on n'est pas dans la construction d'un bâtiment, mais sur une vie, une économie quotidienne de société, c'est possible. Eh bien, donc aujourd'hui, j'encourage à aller vers cette économie de l'usage. Et une fois de plus, en utilisant les nouveaux modèles économiques, les nouveaux outils. C'est ce qu'on appelle la tokenisation de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de parler en euros, je donne une valeur que j'ai figée, une valeur numérique, à une activité. Et ça, c'est contextualisé. Contextualisé sur la région, sur la communauté. C'est-à-dire que, par exemple, l'eau, je vais dire que ici, ça vaut 10 tokens. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'eau. Et plus loin, on dira que ça vaut 1 euro, 1 token, par exemple. Mais je donne cet exemple de l'eau, ça peut être des services à la personne, ça peut être de l'énergie, ça peut être plein de choses. Vous voyez un petit peu là où ça va. C'est effectivement une vraie révolution urbaine. Et c'est systémique, c'est global. Je vous ai parlé donc de changer les bâtiments, la mobilité, d'aller vers des communs et de changer de modèle économique. En fait, quand je vous parle d'économie de l'usage, c'est justement pour aller vers ces communs. Et les communs, c'est quoi? Est-ce que vous les connaissez, les communs, dans la ville? Oui, ça peut être le parc, où on va ensemble. Hein. Ça peut être l'école, c'est un commun éventuellement. Ça peut être l'éclairage public. Mais ce n'est pas forcément ma vision du commun. Ma vision du commun, ça peut être justement une station de production énergétique en laquelle les citadins environnants ont investi et ne sont pas rémunérés en euros, mais en tokens, en économie de l'usage. J'investis éventuellement des euros, mais ensuite j'ai un droit d'usage sur cette énergie. Pareil pour de l'eau. Pareil, par exemple, pour un rez-de-chaussée qui devient un centre de télétravail, ou un centre de loisirs, ou un centre pour stocker les poussettes ou la mobilité. Et là, c'est un appel au maire de Marseille. C'est de dire qu'une ville comme Marseille, eh bien, il faudrait au minimum aller à 50, voire 60% de commun. C'est une vraie révolution. Mais comme tout à l'heure, je vous ai dit, on ne peut plus effectivement aller vers des bâtiments qui sont inexploités, sous-utilisés. Eh bien, c'est effectivement aller vers inciter à aller vers ces communs. Que ce soit des pièces à vivre, que ce soit des pièces à travailler, des pièces à divertissement, que ce soit des espaces extérieurs, mais ça peut être aussi de l'agriculture urbaine. Ça peut être également du stockage énergétique, hydrogène. Ça peut être du stockage d'eau. Ça peut être ce qu'on voudra. Et ça peut en tous les cas, fédérer des citoyens autour de projets communs. Et quand je dis commun, c'est au niveau locaux. Voilà, locaux. Alors ensuite, cette révolution urbaine, elle ne s'arrête pas uniquement à là. Elle s'arrête et il faut également penser infrastructure. Et ça rejoint un peu l'organisation de notre société. Tout à l'heure, je vous parlais d'organisation pyramidale, girondine, centralisée. Sans vouloir remettre en cause cette organisation, je dis que maintenant, il faut aller vers de l'hybride.
Et ça démarre par les réseaux. Eau, énergie, déchets. En France, on est les champions de cette centralisation, avec des majeurs mondiaux. Mais ce n'est pas durable. Et on est bien sur le salon qui parle de durable. Je vous donne un exemple. L'eau. Je pense qu'ici, on voit bien que l'eau devient de plus en plus précaire. Et on sait très bien que d'ici 20 ans, des villes comme Marseille, Paris, Londres auront des problèmes d'eau. Et peut-être bien avant. Pour X raisons. Le réchauffement climatique, mais avant tout, dès maintenant, les fuites dans le réseau. Est-ce que vous savez quel est le taux de fuite d'eau dans les réseaux d'eau? Dans une ville, n'importe laquelle ville européenne, c'est minimum 20%. Mais on est plus proche de 40%. Et maintenant, je vais vous parler de l'empreinte carbone de l'eau. Quand vous buvez de l'eau potable, déjà, vous buvez de l'eau potable, mais dans l'eau que vous achetez, il n'y a que 8% qui est utilisé pour la potabilité. Le reste, c'est pour des besoins qui n'ont rien à voir avec l'eau potable. Donc déjà, on peut se poser la question, il y a une empreinte carbone de cette eau pour de l'eau potable, alors qu'elle n'en a pas besoin pour 92% des besoins. Ensuite, si on est sur presque 50% ou 40% de perte, eh bien l'empreinte carbone de cette eau est bien plus importante que celle qu'on va vous dire, puisqu'effectivement, il y a eu des fuites. Je vous donne l'exemple de l'eau, l'eau potable. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette eau potable, si vous voulez, il faut rechanger complètement le modèle. Et il faut aller vers un traitement local, avec 2 réseaux d'eau. C'est pour ça que je parle de révolution urbaine. C'est fini d'avoir un seul réseau d'eau, qui est un réseau d'eau potable, pour 90%, 18% d'usages qui ne sont pas potables. Alors que justement, l'eau va devenir de plus en plus précaire. Donc, il faut repenser dès maintenant la collecte, le traitement de l'eau au niveau local. Et ça fait partie des communs dans lesquels chaque citoyen va investir. Et aujourd'hui, en plus, c'est avéré. Si effectivement vous allez vers des systèmes locaux, de traitement locaux, vous pouvez réduire par 7 le coût de cette eau. Pas l'eau potable, mais l'eau qui n'est pas justement potabilisée, suivant les règles françaises. Ça veut dire qu'il faut repenser complètement. Mais ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué d'avoir 2 réseaux d'eau. Ça demande un peu de travail. Mais aujourd'hui, justement, si on investit dans ce réseau d'eau, on va créer une croissance régénératrice, puisqu'on va réduire l'empreinte carbone de l'eau et on va garantir de l'eau aux citoyens sur le temps. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, soit il faut créer des citernes sous terre, par exemple, et pourquoi pas utiliser les parkings qui vont être de plus en plus vides, puisque avec une mobilité partagée, on devrait réduire de 70% le nombre de véhicules, en tous les cas de voitures. Aujourd'hui, des groupes comme Vinci sont déjà en train de mettre en vente leur parking à Paris. Mais je pense que ça va être bientôt le même cas à Marseille ou à Lyon, puisque les centres-villes sont de plus en plus interdits aux voitures, ou en tous les cas aux voitures thermiques, mais même individuelles. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout utopique. Et ce que je vous dis sur l'eau, c'est valable pour l'énergie. Aujourd'hui, on est dans une énergie centralisée. Mais ça ne peut plus marcher. Parce qu'en fait, on est dans un schéma comme pour l'eau. Je produis, et puis ensuite, vous pouvez consommer que ce que j'ai produit. Et ça ne marche pas. Il faut en fait adapter maintenant la production aux besoins. Il faut aller dans l'autre sens. J'ai tel besoin et la production doit suivre. C'est un modèle inversé. C'est pour ça que je reparle de révolution urbaine. Mais c'est une révolution qui va plus que la révolution urbaine. C'est notre société qui est à revoir. Il faut repenser nos modèles, nos modes de vie à 180 degrés. Mais c'est la seule réponse pour répondre aux enjeux qui sont là. Et donc pour l'énergie, eh bien on parle de photovoltaïque, on parle d'éolien, on parle d'énergie renouvelable, on parle de stockage d'hydrogène. Et bien sûr, c'est ce vers quoi il faut aller. Mais ça demande des investissements, et c'est pour ça que je parle de commun. Et ensuite, il faut repenser les réseaux. Et là encore,
rien n'est immuable. Il y a 120 ans ou 140 ans, la ville de New York a décidé de s'électrifier. En 10 ans, la ville était électrifiée. Et il y a eu une bataille entre deux hommes, Edison et Tesla, pour savoir si l'électrification de la ville de New York serait en courant continu ou en courant alternatif. À l'époque, on ne savait pas transporter du courant continu sur des longues distances. Et Tesla l'a emporté sur Edison. Et la ville de New York s'était électrifiée en courant alternatif. Et le courant alternatif est devenu le standard mondial. Au même titre que, au même titre, la ville de New York est devenue la vitrine des villes du XXe siècle. Pourquoi? Ou grâce à quoi? À l'électricité. Avec l'électricité, les bâtiments ont pu grandir, parce qu'on avait des ascenseurs, et la ville a pu s'étendre, parce qu'il y avait des tramways. Et elle s'est étendue dans les deux sens, de manière inconsidérée, sans prendre en considération les ressources. Eh bien, aujourd'hui, je dis qu'on peut changer de modèle, et on doit changer de modèle. On doit effectivement aller vers un réseau hybride, alternatif et courant continu. Il y a à peu près 10 ans, enfin, ce n'est pas tout à fait 10 ans, mais pas loin, je m'adressais à une personne éminente dans le cadre de la COP21. Et je lui disais, la première chose à faire, c'est de passer au courant continu. Et on résout déjà une grande partie des problèmes. Pourquoi? Parce que passer au courant continu, quand les énergies renouvelables sont en courant continu, quand le stockage énergétique est tout courant continu, y compris l'hydrogène, quand une grande partie des équipements fonctionnent en courant continu, toute l'électronique est en courant continu, tout ce qui fonctionne avec une résistance peut fonctionner aussi bien en alternatif qu'en courant continu. Mais c'est juste débile de dire qu'on continue d'être uniquement en courant alternatif, alors qu'en fait, on va avoir localement du courant continu. La mobilité, bien sûr, est en courant continu. La mobilité électrique. Et je prends l'exemple de la mobilité. Si on reste en courant alternatif, on va avoir une triple conversion d'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une conversion d'énergie, je perds à peu près 5% d'efficacité. C'est de la chaleur, c'est des calories. En plus, il faut refroidir. Mais c'est de l'énergie que je perds. Et en plus, si cette énergie, elle est d'origine solaire ou éolienne, mais on pense que c'est juste inefficace. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis au niveau mondial, c'est le sujet majeur, c'est qu'effectivement, il faut passer au courant continu. Mon PC, mon téléphone, je le branche directement avec un port USB 3.C sur une prise en courant continu. Mon éclairage et même aussi pourquoi pas mes radiateurs électriques, parce qu'ils auront une batterie intégrée, comme le fait une start-up lancée à Grenoble. Vous voyez qu'en fait, cette révolution urbaine est en train de se construire. Mais maintenant, il faut un élan politique, avec une vision globale pour porter ces mutations. Et qui dire, en France, on veut porter le courant continu. Parce qu'effectivement, on a compris que c'est toute l'industrie qui est concernée. Et je le dis ici encore à Marseille, si la France ne prend pas ce virage maintenant, dans 3 ans à 5 ans, c'est l'industrie française qui est menacée. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que je suis convaincu que dans 5 ans, plus ou moins, il y aura une directive européenne qui dira qu'il faut réduire l'empreinte carbone d'une manière générale. Très directif. Et là, on se rendra compte qu'effectivement, si on passe en courant continu, sur tout ce qui fonctionne en réseau électrique, eh bien, on aura à peu près 15% de réduction de l'empreinte carbone. 15%. Et vous allez me dire, mais oui, mais si personne n'a travaillé dessus, ce n'est pas un problème. Eh bien non. Malheureusement, il y a déjà des endroits, des pays qui travaillent dessus. Et ils ne sont pas en Europe, ou peu en Europe. Mais vous avez des Chinois qui l'ont compris depuis plus longtemps. Et aujourd'hui, en Chine, vous avez des quartiers qui fonctionnent ou qui vont fonctionner en courant continu. De la production, de la distribution
jusqu'à l'électroménager, enfin en Europe, font des frigidaires, de l'électroménager qui fonctionnent directement en courant continu. Vous voyez pourquoi je parle de troisième révolution urbaine? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il est temps de se réveiller et d'avancer et d'aller vers ces réseaux hybrides, eau, énergie, et pareil pour les déchets. Parce que c'est pareil pour les déchets. Aujourd'hui, on est sur des déchets qu'on traite de manière centralisée. Eh bien, c'est pareil, moi je dis, il faut responsabiliser le citoyen sur ces déchets et l'inciter à aller vers du retraitement de ces déchets au niveau local, en commençant par les déchets organiques. Et l'inciter, par exemple, en donnant des tokens. Des tokens, une fois qu'il a effectivement traité et pesé ces déchets organiques, on lui dit, tu vas pouvoir bénéficier de tokens. Et avec ces tokens, parce qu'avec tes déchets organiques, on va faire de l'hydrogène ou du méthane plutôt, et ça va permettre d'avoir du combustible. Et tu auras des tokens qui te permettront d'utiliser, par exemple, un transport collectif. Vous voyez ce schéma de pensée? C'est aller vers une économie beaucoup plus régénératrice. Mais effectivement, il faut le vouloir. Il faut le vouloir parce qu'en fait, quelque part, on remet en cause tellement d'acquis et tellement d'établis. Mais aujourd'hui, premièrement, je dis, il n'y a rien d'immuable. Et deuxièmement, on n'a plus le choix. Et donc, il faut un courage politique. Le temps compte. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 degrés en 2050 et 4 degrés en 2100. La Terre sera invivable. Donc, on n'a plus le choix. Il faut le faire maintenant. Il faut ce courage politique. Il faut cette vision aussi. Et je reviens sur l'économie, repenser l'économie. Et je vous ai parlé de tokens. C'est vrai que c'est parfois, vous allez me dire, il parle de quoi? C'est simplement, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Vous avez, surtout que je vois des personnes qui ont à peu près mon âge. Quand on était à l'école, on avait une carte de France. Mais en fait, on avait des cartes de France qui étaient affichées. Mais en fait, il y avait plusieurs cartes de France. Il y avait la carte de l'agriculture, la carte des reliefs, la carte de l'économie. Voilà, il y avait plusieurs cartes, il y avait plusieurs grilles de lecture de la France. Aujourd'hui, si on parle de l'économie, il n'y a qu'une grille de lecture, en euros, en numéraire. Mais ce n'est pas possible. À l'heure où, effectivement, on est face à des défis systémiques, globaux, eh bien, il faut prendre en considération des indicateurs multiples. C'est ce que j'appelle les tokens, c'est-à-dire effectivement avoir des tokens en eau, des tokens énergie, des tokens carbone, des tokens sociétaux. Et ce n'est pas une décision générale, globale, ça dépendra, mais ça peut être une décision locale, en fonction du contexte local. On ne va pas prendre les mêmes décisions dans le nord, dans le sud, en fonction des ressources qu'on a. On adaptera effectivement en fonction d'une politique cohérente. Après, vous allez me dire, mais ce que vous dites, c'est un coût gigantesque. Il y a un coût. Mais là encore, on a deux solutions. Soit effectivement, l'État français fait un appel, un emprunt général et demande à tous les Français qui ont épargné pendant le Covid de pouvoir réinvestir ensuite. Soit on dit, ben c'est eux qui vont investir localement dans une économie locale. Non, c'est commun. C'est commun qui peut être de stockage énergétique, stockage d'eau, nouveaux bâtiments. Et ils auront effectivement un usage de ces communs, parce qu'ils habiteront là. Puis si demain, s'ils déménagent, ils pourront changer cette économie d'usage sur une autre économie d'usage. C'est donc effectivement repenser fondamentalement notre organisation et notre économie. Alors vous allez me dire, c'est un peu utopique. Je ne pense pas que ce soit utopique. Il faut avoir juste une question de courage. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ça existe. Et ça existe déjà sur des quartiers. Ça existe déjà sur des... Il y a des expérimentations en France et ailleurs. Enfin, parce que je vois que l'heure tourne, on n'a pas parlé de l'essentiel. C'était mon dernier défi. C'est que tout ça, ça marche effectivement si on est connecté. On a le numérique. C'est ce slide ici. Un monde hyper connecté où tout citoyen, tout bâtiment, toute mobilité, tout territoire, équipement, infrastructure est connecté. On est à l'ère du numérique. Mais cette notion de connecté, elle a
il faut l'apprécier. Et ce qui est très important, juste essentiel, c'est que c'est connecté et que ça interagit en temps réel. En temps réel. C'est-à-dire qu'effectivement, en temps réel, je vais savoir combien je consomme d'énergie. En temps réel, je vais savoir combien je consomme d'eau. En temps réel, je vais avoir un retour exact de ce que j'ai fait et des conséquences que j'ai fait sur l'environnement et la société. Et ça, grâce notamment aux jumeaux numériques du bâtiment de la ville, où tout est organisé et tout est tracé, entre guillemets, mais tracé pour mon bénéfice. Ce n'est pas pour m'espionner, c'est juste pour qu'il me faut une information. Sans information, on ne peut pas agir. Comment voulez-vous, aujourd'hui, je vous donne encore un exemple, consommer 5 litres au 100 entre Marseille et Paris sans compteur et sans jauge? Ça ne marche pas. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. Vous n'avez pas d'information. Et vous n'avez pas d'information en temps réel. Demandez à EDF si vous avez une information en temps réel sur votre consommation énergétique et le coût en temps réel de cette information. Vous ne l'avez pas. Vous l'avez éventuellement a posteriori, le lendemain. Mais vous ne l'avez pas. Mais je donne EDF comme ça peut être l'eau, comme ça peut être plein de choses. Et donc, c'est ça qui est important. C'est d'avoir une information en temps réel sur tous ces éléments. D'où, effectivement, la technologie. On parle de 5G aujourd'hui, mais effectivement, la 5G est incontournable parce qu'elle permet d'avoir cette latence qui est à zéro, quasiment. Et donc, de pouvoir interagir en temps réel, d'opérer. Quand je dis opérer, un médecin, opérer en temps réel. De permettre d'avoir des véhicules autonomes qui vont interagir avec d'autres véhicules en temps réel. Et là, ça permet d'aller vers cette optimisation, cette ubiquité. Mais il y en a certains qui vont me dire, bon, ok, je comprends, mais vous parlez de numérique, et tout le monde dit que le numérique, ça consomme tous les jours encore plus d'énergie. Eh bien là encore, et ça c'est un message qui est politique, politique et également citoyen. Il y a effectivement le numérique tel qu'on le conçoit aujourd'hui, très centralisé. On parle de méga data center, avec les données de tous les citoyens qui vont être gérés et sur lesquels vous n'aurez aucun accès, ou peu. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller vers ce système-là. Et il est encore temps, en Europe, d'aller vers un autre système. Un système où on va vers une gestion des données distribuée, locale. Moi, je parle de mini data centers. Il faut des data centers, comme on a aujourd'hui des ordinateurs, comme on a un smartphone. Eh bien, pour prendre encore un exemple, il faut avoir le smartphone du village, du quartier, ou le PC du quartier, du village, et qui est géré non pas par quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais par, allez, je vais donner un nom qui va vous trouver bizarre, mais on trouvera un autre nom. Mais on va dire que c'est le chef de village numérique. C'est lui qui va avoir la confiance des citoyens, quel qu'il soit ce chef du village, et qui est garant de la confidentialité des données et de la sécurité des données. Vous comprenez, c'est pour ça que là encore, je parle de troisième révolution urbaine. Et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, en début. On parlait de civilisation de l'écrit. Il y avait, par exemple, l'agora ou le temple ou que sais-je, qui était là où, effectivement, on avait cette notion d'écrit. Eh bien, maintenant, on est dans une civilisation du numérique, sans remettre en cause l'écrit. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un nouveau bâtiment qui soit au centre du village, au centre du quartier, dans lequel, effectivement, les données sont stockées. Et pour lesquelles les citoyens sont sûrs que ces données sont préservées et que leur confidentialité est préservée et que c'est sécurisé. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça répond à l'empreinte carbone, à l'empreinte énergétique? Ben oui, parce qu'en fait, là, on n'est plus dans, je reprends des termes un peu plus scientifiques, on n'est plus dans le cloud, on est dans le edge, dans le local. Et donc, pour par exemple, interroger la température dans une pièce, je n'ai pas besoin d'aller à Dallas, où il y a le data center, alors que je suis à Marseille, pour connaître la température. C'est local. Et donc, je ne consomme plus d'énergie. Vous comprenez ça? Alors, une sonde de température, mais si c'est des milliards de sondes de température, là, on comprend que c'est un autre schéma. Et le PDG
non, le DG de Microsoft notamment a bien compris ce schéma, ou des acteurs comme HP, comme Cisco ou autres ont bien compris ce schéma. Et donc il faut aller vers cette approche d'un numérique local. Mais un numérique local avec une gouvernance locale. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une gouvernance, et une gouvernance qui est déléguée par les citoyens. Et à tout instant, ils peuvent dire ce chef du village numérique n'est plus fiable. Il en faut un autre. Enfin, il faut une gouvernance qui soit effectivement interactive. C'est pas on va nommer quelqu'un pour X temps et on ne communique plus avec lui. C'est-à-dire qu'on peut effectivement changer en temps réel les évaluations. Quand je vous parlais d'économie du token, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un token, et puis demain, c'est 10 tokens, par exemple, ou dans quelques heures. Vous voyez, on rentre dans une gouvernance beaucoup plus interactive, qui n'est pas figée, et qui permet d'embarquer tout citoyen dans des décisions collectives, à tout instant. C'est ce que je dis, en temps réel. Et donc, pour conclure, vous voyez bien qu'on va vers un monde qui est différent, mais qui est souhaitable, parce qu'en fait, il inclut le citoyen et il le responsabilise. C'est aller vers des territoires beaucoup plus sobres, des territoires où il y aura plus de mixité, des territoires où il y aura plus de proximité, parce qu'on est dans du local, et des territoires où le citoyen reprend le contrôle de sa vie, de la société, est en relation avec son environnement, l'environnement social, mais également l'environnement naturel, et peut communier en temps réel avec son environnement social et avec son environnement naturel avec des outils du XXIe siècle. Pour conclure, pour accompagner cette mutation de troisième révolution urbaine, j'ai lancé au Havre, et c'était l'appel du Havre, la semaine dernière, la rédaction d'un manifeste, et qui s'appelle le manifeste du citoyen du XXIe siècle. Et j'espère, on était une trentaine de personnes, et puis on va le faire circuler encore, mais l'objectif, c'est que ce manifeste sorte début octobre ou mi-octobre, et qu'il inspire toutes les décisions politiques en France et en Europe. L'objectif, c'est de dire, à l'heure du numérique, il faut repenser notre organisation sociale. Et il faut expliquer comment elle doit être et comment tous on aspire en retournant aux fondamentaux, aux droits et devoirs de l'homme à l'heure du numérique en relation avec le bien commun. Repenser la démocratie à l'heure du numérique et comment on représente le res publicum. Repenser la finance ou l'économie alternative à l'heure du numérique. Comment on peut aller vers une économie plus régénératrice. Comment on va optimiser les ressources et adapter les ressources aux besoins et non pas l'inverse. Voilà un petit peu mon message. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous inspire. Ce n'est qu'un début. À très bientôt. Merci.